Bienvenue sur Ma Tribu Bien-être. Je suis Karine Letondeux, professeure et entrepreneur, et je vous propose sur Ma Tribu Bien-être de découvrir des portraits de personnes inspirantes, des personnes qui ont pris des risques, qui ont choisi parfois de changer de vie, de faire autrement, des personnes qui ont forcément eu des déboires, des succès, qui se sont lancés des défis et qui, à travers tous leurs témoignages, j'espère, vous donneront envie, vous aussi, peut-être de vous élancer, vous donnera la motivation pour faire autrement. En tout cas, n'oubliez pas le credo, abonnez-vous et surtout, où que vous en soyez dans votre chemin, n'oubliez pas, pour créer la vie que vous méritez, vous êtes capable à tout moment de vous mettre en mouvement et de bouger. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec notre épisode 4. Vous allez voir, on va bouger sur la planète. J'ai l'honneur et la chance d'inviter Audrey. Audrey qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz, qui a, on va dire, mis le bateau à quai pour s'installer de nouveau en France avec sa famille, son amoureux et ses 4 enfants. Et Audrey, vous la connaissez peut-être déjà, ou en tout cas j'espère que vous allez la découvrir sur Instagram avec son compte Audrey Doula. Bienvenue Audrey à bord. Comment vas-tu? Salut Karine, merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien. Super. Alors l'idée Audrey, c'était commencer par une première question que je pose à tout le monde. Euh, quelle écolière étais-tu? Quel type d'écolière étais-tu? Alors c'est pas drôle parce que je connais pas les questions en avance, donc j'ai pas pu réfléchir à tout ça. Mais alors quel type d'écolière était j'étais une petite fille qui n'était pas trop adaptée à l'école, mais en fait c'est aujourd'hui que, enfin non, je le savais, mes parents le savaient. J'ai vécu un petit peu à l'étranger quand j'étais toute petite. Et quand je suis arrivée en CE1 en France, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le moule de l'école. Alors, on mettait ça sur le fait que j'avais vécu un petit peu à l'étranger, mais à l'école, ça se passait bien, hein, à l'étranger. Quand je suis arrivée en CE1, j'étais une écolière qui était... La maîtresse pensait que j'avais 1 an de retard, en fait. 1 ou 2 ans de retard. Elle a toujours cru ça pendant l'année, donc j'étais un peu à l'ouest, pas très bonne à l'école et pas très intéressée, passive. Ok, et pourtant tu as fait des études jusqu'au lycée et post-bac. Alors comment tu as pu finalement trouver ta voie? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour démarrer une vie? Euh, je pense que jusqu'à la quatrième, j'étais passive et en plus, pas forcément socialement équilibrée. Pas trop de copines, tu vois, pas trop de relations sociales. Je pense, enfin, clairement, j'avais pas voilà, des super copines. J'avais du mal à m'intégrer. À partir de la quatrième, ça a changé. J'ai vraiment, mais alors vraiment switché du coup à l'opposé où j'avais vraiment ma bande de copines. C'était super bien. Et par contre, toujours passive au niveau scolaire, voire vraiment pas à l'aise. J'étais dans un lycée avec des élèves qui étaient un lycée, comment tu dis, avec un peu de la mixité, donc ça c'est chouette. Mais du coup, je me faisais un peu agresser dans la cour de récré, des choses comme ça. Je n'osais plus trop aller en récréation, par exemple. Mais ça, je n'en ai jamais parlé, par exemple, à mes parents. Et après, c'est vraiment en première, tu sais, enfin, en tout cas, moi, c'était en première que tu faisais un peu des choix dans tes matières que tu choisissais, où vraiment on te demandait ton avis sur les choses. Et c'est là que j'ai choisi tout ce qui était économie. Et là, à partir du moment où j'ai choisi en fait ma matière, déjà, tout ce qui était économie, j'ai adoré. Et là, j'ai commencé à être active dans mes études. Et petit à petit, chaque année qui est passée, puis alors post-bac, je me suis éclatée en école de commerce. Presque, je ne voulais pas faire les sorties du jeudi soir parce que je voulais bosser. Et voilà. Et là, par contre, je suis passée première de promo parce que j'ai décidé de... Mm. Parfait. C'est ça C'est qui est un cool. très chouette message pour tous les parents ou même des ados qui nous écouteraient et qui sont un peu effrayés ou perdus parce que ce que tu racontes, c'est tout à fait courant. En fait, le déclic, il vient à partir du moment pour beaucoup d'enfants où il y a du sens, où il y a une accroche et c'est d'un seul coup un moteur puissant puisque tu vois, Mm. tu as, Mm. tu as fait tes preuves largement après et tu as su prouver que tu étais capable. C'est juste que tu n'avais pas avant trouvé la notice et surtout le pourquoi tu allais faire les choses. Donc c'est très chouette, très inspirant. Donc d'école de commerce démarre, on va dire, des envies professionnelles. Raconte-nous un petit peu. Et bien là, du coup, j'ai fait une école de commerce post-bac. Et après le bac plus 3 j'avais déjà envie de travailler. Mais bon, à ce moment-là, on me disait non, il faut que tu ailles jusqu'au bac plus 5 c'est quand même mieux. C'est vraiment un sésame pour que tu puisses continuer et vraiment t'ouvrir toutes les portes.
Du coup, j'avais pas du tout envie d'aller. Je me suis inscrite dans l'école de commerce de Bordeaux, je me suis inscrite à Pau et en fait, j'ai été prise dans les deux, mais j'avais pas du tout envie d'y aller. Mon mari était un peu plus vieux. En fait, j'ai connu mon mari moi, j'avais 19 ans, lui, il avait 23 ans. Et lui, il avait son premier job et je lui ai dit, écoute, si on a l'opportunité de partir, je te suis, quoi. Et en fait, lui, il a trouvé un job en Allemagne. Moi, j'étais avec mon bac plus 3 et j'ai décidé de faire mon bac plus 5 par correspondance. Donc j'ai fait ça en Allemagne avec deux universités françaises. Donc je me suis spécialisée en marketing et en dernière année, je me suis spécialisée en marketing digital des nouvelles organisations. Et voilà, parce que moi, je ne me voyais pas partir en école de commerce. J'en avais marre de cet esprit, on fait la fête et tout. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en couple. J'avais envie de rentrer dans du concret. Donc, c'était vraiment une option qui m'a permis d'être autonome, de moins passer de temps à travailler. Bah là, c'était d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est la première expérience peut-être qui m'a fait penser à l'instruction en famille parce que j'ai pu travailler beaucoup sur les matières où j'étais pas très bonne, laisser les autres et puis avoir beaucoup de temps pour tout ce qui était autodidacte et créer plein de choses. C'était vraiment génial. Ça m'a permis de rencontrer du monde aussi par la visio, des personnes qui étaient passionnées comme moi et qui avaient envie de faire les mêmes métiers. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai terminé ce master en Allemagne par correspondance. Et après, je suis partie, bah, j'avais un stage à faire, un stage dans une entreprise, un stage de 6 mois pour valider mon master. Et moi, j'aimais beaucoup la ville de Barcelone. Alors, c'était sympa l'Allemagne, mais on ne parlait pas allemand. C'est bon, c'est difficile de s'intégrer. Et bon, on avait quand même rencontré plein de gens, mais je savais qu'on n'allait pas vivre tout le temps en Allemagne. Et moi, j'avais vraiment un coup de cœur pour la ville de Barcelone. Donc, je me suis dit, si je dois trouver un stage, je vais chercher à Barcelone. Puis en cherchant, j'ai tombé sur une start-up une start-up française qui était installée à Barcelone, qui était une agence de marketing digital qui faisait de la publicité pour des annonceurs. Et je me suis dit, bon, bah, je vais postuler, mais vraiment, j'avais enfin, j'étais presque sûre que j'allais pas être prise en fait, parce que voilà, quand je disais l'annonce, j'avais pas forcément les compétences pour. Mais je m'étais créé un CV, je m'étais créé un blog, je m'étais créé des choses pour me permettre de me faire de la visibilité sur le marketing digital. Et donc, j'ai été prise. Génial. Et là, franchement, je me suis dit, mais waouh, mais waouh. Alors, j'ai galéré pendant les premiers mois parce que pour moi, j'avais manqué quand même un peu des compétences. Donc, j'ai beaucoup travaillé entre midi et deux le soir et tout. Et mes études en même temps, la fin de mon master. Mon mari m'a rejoint 4-5 mois plus tard et cette entreprise m'a embauchée après. Donc, trop bien. Parfait. Génial. Tu as fait tes preuves, encore une fois, que tu as mis bah, les bouchées doubles. Mm. Tu t'es donné les moyens parce que tu étais hyper motivé. C'est vrai que le marketing digital, donc ça date de quand? Il y a une dizaine d'années? 2009, c'était tout le début. Ah oui, voilà. Donc il y a 15 ans, on était effectivement au tout début, il y avait tout à faire. Donc quelque part, ça t'a permis aussi de prendre un chemin que peu de gens avaient pris, d'être un peu à l'initiative de beaucoup de choses. Et en même temps, il fallait bien que tu démarres et qu'on te donne tes chances. Donc Mm. heureusement que le stage s'est Il m'est bien en job. il m'est arrivé des trucs géniaux parce que enfin, on en parlait il y a pas longtemps avec mon mari. En fait, on se rendait pas compte tu sais, du vivier dans lequel on était. On était vraiment dans un vivier avec des entrepreneurs qui aujourd'hui bah, sont revendus leur boîte à Accor, ont revendu leur boîte et on était avec eux tous les jours. Donc c'était hyper stimulant. Et puis moi, quand j'ai commencé, en fait, on était 3 dans la startup. Et quand je suis partie, on était 15. Donc on avait envoyé vraiment, enfin, il y a eu vraiment une énorme croissance. Et à ce moment-là aussi, c'était un peu la période où moi, les podcasts que j'écoute, tu vois, genre Mathieu Stéphanie, je sais pas si tu connais, tout ça, bah, c'est des personnes avec qui j'ai changé, en fait, tu Ouais. vois. Alors après, moi, j'ai eu ma maternité, j'ai fait le choix de stopper, enfin, de mettre tout ça entre parenthèses. Et puis, parce qu'il y avait si je voulais continuer, il fallait que j'aille à Paris. Et moi, je voulais pas du tout vivre à Paris, et mon mari, n'en parlons pas. Mais voilà, je parlais à toutes ces personnes-là. C'était vraiment génial, quoi. Alors c'est intéressant, parce que vous êtes originaire du Pays Basque tous les deux, Saint-Jean-de-Luz? Oui. Alors, pas originaire, parce que si on parle vraiment au basque, Oui, ils vont me dire que je ne suis pas originaire parce que je viens de Pau, qui est à 1 heure du Pays basque. Donc, sûr. c'est très loin. Donc, je ne peux pas dire que je viens du Pays basque. Attention, excuse-moi, je sais pas. Attention. Les territoires français se défendent, je comprends. Nos régions ont du talent et elles le revendiquent. Juste qu'on s'est rencontrés, je regardais il y a
2 ans, en fait, tu m'as abordé sur Instagram, voyant que j'étais intéressée au bien-être, que j'évoluais dans ce domaine-là, et tu m'as fait une invitation cordiale euh, pour avoir de l'information, parce que ton compte Instagram, ta visibilité aujourd'hui repose sur cette notion de Audrey Doula. Et c'est un peu aussi pourquoi je voulais t'inviter sur ce podcast et que tu nous parles un petit peu de ton activité. C'est pas quelque chose encore de très répandu, très connu. Pourtant, ça mérite d'être connu. Est-ce que tu peux nous dire justement, euh, raconter ton parcours, comment Audrey est devenue Audrey Doula et aujourd'hui une activité qui te permet de faire vivre ta famille? Mm. Eh bien, après cette partie professionnelle où je me suis vraiment éclatée, ben, il est venu le moment où j'avais eu envie d'avoir des enfants. Et en fait, au fond de moi, j'ai toujours voulu, au début, depuis que je suis petite, travailler avec les bébés et les enfants. J'ai vraiment adoré, mais on m'a plutôt dirigée vers une école de commerce parce que j'allais mieux gagner ma vie, parce que j'allais faire des horaires qui étaient plus convenables pour une mère de famille. Donc, j'ai fait ça, mais je me suis éclatée quand même parce que j'aimais beaucoup. Il y avait tout cet aspect créatif en marketing, puis cet aspect socio-psychologique que j'aime bien aussi, qui est associé. J'ai quand même fait tous mes mémoires sur les enfants et les bébés à chaque fois. J'arrivais à trouver des liens connexes. Et en fait, c'était juste une passion. Et pour moi, voilà, j'en ferais jamais mon métier. J'allais rester en entreprise. Et après mon quatrième enfant, je me suis dit que j'avais envie de quelque chose qui me fasse plus vibrer. C'est vrai que je vibrais beaucoup quand je travaillais dans cette entreprise de marketing digital, mais entre-temps, j'avais travaillé dans des entreprises. Alors moi, je suis toujours à fond dans ce que je fais, mais ça avait moins de sens éthique, moins de sens, moins d'humain, plus toujours chercher plus de chiffre d'affaires. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut que il faut que je fasse une reconversion. J'avais que 35 ans. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai fait un bilan de compétences avec une psy. Et puis là, elle m'a dit qu'il fallait que je parte en périnatal. Mais non, mais moi, je peux pas devenir doula. Les doulas, elles sont perchées. Moi, je suis pas du tout perchée. En plus, j'ai eu des césariennes. Enfin, ça marche pas du tout. Et elle m'a dit, bah écoute, non, si tu peux très bien. Il y a autant de doulas que de personnes. Et puis, je me suis dit, bah écoute, moi, j'ai eu 4 enfants. J'ai beaucoup bossé. Donc, je me prends 2 ans off et je fais cette formation. Au pire, j'aurais appris plein de trucs et dans un sujet qui me passionne et au mieux, je fais une nouvelle carrière. Et en fait, j'ai adoré cette formation. J'ai vraiment découvert un petit côté spirituel, développement personnel différent de ce que j'avais pu apprendre en entreprise et qui match à fond. Donc, c'est là que tout a commencé en fait. Donc, je me suis lancée très vite parce que j'aimais. Et quand j'aime, moi, je vais direct dedans. Je me suis spécialisée en fertilité conception. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne des couples qui vont. Donc, le métier de doula, je vais te dire pour ceux qui ne connaissent pas, le métier de doula, c'est une personne qui va accompagner de façon physique et émotionnelle autour de la périnatalité en complément d'un suivi médical. Aujourd'hui, on sait par exemple donc, que la doula, pendant l'accouchement, elle va réduire les risques de césarienne, réduire les risques d'intervention médicale, réduire les risques de dépression postpartum. Donc, il y a vraiment on sait que le corps et l'esprit sont liés. Elle va vraiment être là pour un soutien physique et émotionnel. Mais elle peut être là aussi dans différents passages de vie, donc, comme la conception, comme les premières règles, comme la mort aussi. Et donc, moi, j'avais la partie fertilité qui me disait beaucoup parce que personnellement, j'étais passée par trois FIV pour mes 3 premiers enfants. Mais j'accompagne tout depuis la conception jusqu'au postpartum et l'allaitement, etc. Et donc, ça a commencé par ça, par cette formation. Donc là, c'était chouette, mais clairement, je me suis vite rendu compte que j'allais pas gagner ma vie avec ça. C'était un job passion. Mais, euh, mais voilà, tu vois, je pense que c'est un peu comme les professeurs de yoga il y a 30 ans. On est encore un peu vu, c'est bizarre votre truc. Et puis, je ne suis pas médecin généraliste, je ne vais pas enchaîner les rendez-vous toutes les 30 minutes. Ça prend beaucoup d'énergie. Moi, je veux faire les choses bien. Donc, je me suis rendu compte rapidement que je ne pourrais pas vivre de ça. Et juste avant de partir pour faire notre voyage, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, eh bien, j'ai rencontré des médecins qui m'ont parlé des huiles essentielles et de fait que on pouvait vraiment faire plein de choses avec les huiles essentielles, que c'était intéressant. Moi, qui était très naturelle, j'avais jamais été dans les huiles essentielles parce que je trouvais ça un peu obscur. Il y a plein d'huiles qui sont vendues chez Auchan, en pharmacie, sur Internet, à des prix super différents. Comment on s'y retrouve, on ne sait pas.
Et moi, je faisais super attention à ce que je mettais par rapport à mon parcours fertilité. Donc, du coup, je m'étais dit, voilà, c'est un truc que je me dis peut-être un jour, mais pour l'instant, c'était trop complexe pour moi. Et là, ça m'a planté une graine. Et puis, quelques semaines après, j'ai rencontré doTERRA. Donc, doTERRA, c'est un laboratoire qui fait des huiles essentielles, mais pas que, aussi tout ce qui est santé naturelle. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester? Et c'est surtout parce que j'ai testé, parce que j'ai découvert que ce laboratoire faisait des huiles de très, très bonne qualité, très haut de gamme, avec une transparence absolue. Et là, je me suis sentie en sécurité pour me lancer. Puis j'avais un peu de temps aussi. Et en fait, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, je m'y attendais pas du tout, vraiment, à avoir un coup de cœur comme ça sur le produit. Le produit, mais aussi, du coup, le marketing de réseau. Donc, c'est là qu'on y vient. Euh, j'ai découvert un modèle d'entreprise pour lequel j'avais des a priori, je pense comme tout le monde au début, sans avoir vraiment creusé. Un a priori qui venait de mon éducation, si tu veux. Pour moi, le marketing de réseau, je vais être dure, mais c'est le truc de la femme au foyer qui veut pas, qui a pas de métier, qui s'invente un métier et puis qui vend des tupperware, tu vois. Voilà ce que j'avais en tête. Et en fait, j'ai découvert peu à peu le modèle et je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper intéressant. Et puis, alors, nous, toutes les deux, on s'est renseignés, enfin, on s'est rencontrés parce que à cette époque-là, tu publiais des choses sur la cuisine. Oui. Et moi, je faisais un atelier sur les huiles et la cuisine. Et c'était un domaine qui me passionnait. Je t'ai proposé de venir à l'atelier. Et donc voilà, donc j'ai rencontré ce modèle-là. Et puis petit à petit, sans avoir vraiment d'objectif, d'idée, je suis vraiment allée par passion. Je me suis dit, écoute, je pars en voyage. C'est un truc qui me plaît. J'adore le produit, j'adore l'idée, j'adore l'éthique derrière, j'adore le mindset de transmettre entre personnes, de redonner le pouvoir aux gens et que les gens à qui j'ai redonné le pouvoir puissent transmettre à leur tour. J'adore l'esprit communautaire. La communauté, pour moi, c'est l'avenir. Donc vraiment, ça répondait sur tous les points à ce que j'avais envie de faire. Et puis aussi, dans ma première expérience de start-up, ça avait vraiment mis en lumière mon goût pour l'entrepreneuriat. Dans toutes mes expériences d'ailleurs. J'ai toujours travaillé dans des petites entreprises. J'aurais jamais pu travailler dans une grande entreprise où on me dit quoi faire. J'avais besoin d'avoir une certaine liberté. Et, et en fait, j'avais eu des projets pour monter des entreprises moi-même, tu vois. Donc, créer des entreprises, monter une entreprise, j'avais des contacts, j'avais des personnes qui pouvaient investir dans mon entreprise, etc. à ce moment-là. Et donc, j'avais fait des projets, des business plans pour créer une entreprise, mais je m'étais toujours essoufflée en me disant, mais non, mais ça fera trop de pression, j'ai pas envie d'avoir autant de coûts fixes, j'ai pas envie de, donc, voilà, l'entrepreneuriat, ça me disait à fond, mais j'avais pas envie. Je me sentais qu'il y avait quand même, dans cette quête de liberté, quelque chose qui allait me restreindre, en fait. Et un peu, j'imagine un petit peu ça, tu vois, comme les artistes. Quand tu es artiste peintre et que tu veux peindre, mais que derrière, tu as un objectif de vente avec des coûts fixes, est-ce que ta peinture, elle va pouvoir refléter vraiment ce que tu as ou ta pression, tu vois? Donc voilà, donc du coup, j'avais mis ça de côté. Et puis là, doTERRA, ça me permettait vraiment de pouvoir associer le côté entrepreneuriat, liberté, sans aucune pression, sans aucun coût fixe, à mon rythme. Et puis du coup, ça se liait à fond avec mon activité de doula parce que les huiles essentielles, je peux les mettre tout, à tous les moments de mon activité. Surtout qu'elles sont OK pour les femmes enceintes, OK pour les bébés avec certaines conditions. Mais voilà, donc j'ai mis en fait les huiles essentielles dans mon activité de doula dans un premier temps, puis j'ai eu des super résultats. J'ai vraiment aimé le côté tangible sur l'accompagnement émotionnel, tu vois. Le fait qu'elles ont des choses dans les mains qu'elles vont garder toute leur vie, même si moi je suis plus là et je les accompagne plus. Donc aujourd'hui, j'ai mes trois casquettes. J'ai ma casquette de doula où j'ai intégré les huiles et c'est vraiment génial. J'ai ma casquette où j'accompagne des familles à intégrer les huiles essentielles et à reprendre le pouvoir sur leur santé du quotidien et la santé de la famille. Et j'ai ma casquette où j'accompagne des professionnels. Donc là, j'ai créé une entreprise doTERRA, si bien que en 2 ans, je fais partie des 8 personnes en France qui ont le plus développé doTERRA. Et donc, je fais partie des fondateurs de doTERRA France. Voilà. Passion, bravo à toi. Surtout que, Merci. surtout que ce modèle permet d'avoir une entreprise sac à dos et c'est là où on va en venir que tu as pu découvrir cette activité
et l'emmener partout où tu as été. Donc raconte-nous un petit peu ta vie sur l'eau, parce que juste pour ceux qui nous écoutent, ce qui m'a semblé vraiment dingue, c'est que vous avez pris une décision il y a quelque temps de partir en famille sur un bateau pour faire un long voyage. Et vous n'aviez jamais mis les pieds sur un bateau, vous n'aviez aucune connaissance de la mer. Alors raconte-nous un petit peu comment est née cette idée et quelle a été finalement votre vie sur l'eau. Alors, on travaille, en fait, tout est venu d'un ras-le-bol général après le Covid. Plusieurs choses qui se sont passées dans l'entreprise de mon mari, dans notre vie perso. Et puis, on a eu un déclic et on s'est dit, bon, voilà, il y en a marre de subir. On ne voit plus nos enfants. On est dans une vie qui est beaucoup trop intense pour nous. Donc, on a besoin d'un break. Et donc, du coup, on a tout lâché. Et puis, on a décidé de partir faire un tour du monde à la voile. C'est pas arrivé tout de suite, mais ça a été assez vite. C'est-à-dire, cette idée, elle est arrivée. On n'avait jamais fait de voile, on n'avait jamais fait de bateau. Et puis pendant le Covid, mon mari a dû travailler pendant 3 mois seul. Il a dû partir à l'étranger pour faire un remplacement. Moi, je me suis retrouvée toute seule avec les quatre, donc c'était pas simple. Et lui, il s'est retrouvé du coup tout seul aussi sans nous. Et le soir, pour se remonter le moral, il regardait des vidéos de familles qui partaient en voyage. Et en fait, quand je suis rentrée, il m'a dit, on va partir en voyage, tout. On va d'abord faire on va partir faire un tour du monde à la voile. Je lui ai dit, non, mais t'es taré, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Et moi, j'avais vraiment aucune idée. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient déjà. Enfin, pour moi, il y avait que ceux qui faisaient des courses à la voile qui faisaient ça. Et, et bon, bref, là, il me montre quelques vidéos de familles qui ont fait ça, quelques articles et tout. Je dis pas, ouais, écoute, pourquoi pas. Je commence à faire quelques cauchemars quand même. Et puis, je commence à contacter quelques familles qui me disent, mais non, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Je dis, bon, écoute, on va partir d'abord faire un tour d'Europe en camping-car. On va rester à terre. On va faire une phase de transition. Puis après, on verra. Et donc, on démissionne. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on oublie vite la dimension camping-car parce que trop compliqué de trouver un camping-car pour 6, parce qu'il y avait le Covid et qu'il fallait pas sortir de France, parce que j'ai une autre famille qui était partie en camping-car, qui au bout d'un mois, le camping-car avait cassé, donc ça m'avait, je me suis dit, merde, il ne faut pas que ça nous arrive. Et puis de toute façon, on a démissionné, on est arrivé le 1er mai en France, le 3 mai, il avait pris un rendez-vous à La Rochelle pour aller visiter des bateaux. Donc voilà, donc on est parti visiter des bateaux, et puis en juin, on a acheté notre bateau. C'est un bateau qu'on a acheté neuf, donc il a fallu 1 an de construction. En général, c'est des listes d'attente quand tu achètes un bateau. Donc, c'était pas plus mal, ça nous laissait 1 an pour nous former. Donc, on a acheté le bateau en juin et à partir de l'année suivante, on a fait que des formations et on a lancé l'instruction en famille. Donc, ça, c'est chouette parce qu'on n'a pas fait tout en même temps. Mais on a fait des formations théoriques. Donc, on a passé permis hauturier, formation médicale. On n'a pas fait de formation de conduite de bateau, tu vois, parce que c'était super cher et qu'on s'est dit, de toute façon, on va avoir notre bateau pendant 4 ans, donc on va se faire la main dessus, tu vois. Voilà. Et donc, vous êtes parti sur ce bateau tout neuf que vous avez inauguré. Et raconte-nous un petit peu du coup, parce que tu viens de parler de l'IEF, comment dire, ça peut inspirer des personnes qui nous écoutent. Déjà, de partir de zéro et décider de faire un tour de bateau, comme tu dis, et de mettre tout en œuvre. Ça, c'est possible. Et de deux, d'extraire les enfants des écoles traditionnelles ou des structures. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, de votre vie justement avec l'instruction en famille à bord? Ce que je peux dire, c'est que j'étais super stressée au début de sortir les enfants de l'école parce que, pas forcément moi stressée, parce que j'ai lu tout Montessori et je m'intéressais déjà beaucoup à l'IEF, mais j'osais juste pas franchir le cap. Je pense que j'aurais jamais osé franchir le cap si j'avais pas eu un projet justifiant à la société que j'ai pas le choix de sortir les enfants de l'école. Euh, donc voilà, j'ai forcément eu des retours, mais vous êtes fous, et les enfants, ils vont jamais pouvoir se réinsérer socialement, etc. Donc c'était un peu dur, ça. Mais et puis quand on s'est lancé aussi, donc c'est comme tout changement. Alors, les changements dans la vie, ça engendre des risques, ça engendre des périodes d'inconfort.
Mais ça, on a déjà eu beaucoup de changements parce que tu vois, on avait vécu à Barcelone, en Allemagne, donc on sait un petit peu qu'il y a cette phase un petit peu d'inconfort avant cette phase d'extase un peu. Donc on était assez serein, mais là, on était quand même pas mal dans l'inconfort cette première année parce que les enfants étaient dans une école avec un bon niveau, mais on a choisi des cours qui étaient d'un bon niveau aussi, d'un niveau un peu encore plus haut. Parce que en regardant un peu tout ce qui se faisait, pour nous, ça semblait être la meilleure solution. Puis on se dit, c'est pas grave, on fera pas tout. Mais bon, c'est différent. C'est différent pour les enfants. Quand tu sors les enfants de l'école, du système, ils sont habitués à un système. Et puis, il y a une période d'adaptation. Donc, vraiment, voilà, il y a une période d'adaptation où les enfants ne travaillent pas en autonomie, où il faut être derrière eux, où tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, tu répètes 1000 fois les mêmes trucs. Euh, donc c'était un peu dur, mais ce qui était chouette, c'était on était tous les deux. Donc quand il y en avait un qui pétait un câble, on pouvait se relayer. Et du coup, ça a été une super expérience pour nous, même pour eux, parce qu'au final, voilà, ça a mis un an à être à rouler, mais aujourd'hui, ça roule très, 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 très bien pour trois de nos enfants. Une où c'est encore un peu plus difficile, comme je te disais tout à l'heure. Mais je sais que ça va le faire. C'est juste une question de temps et de déclic, tu vois. Mm. Donc voilà. Surtout que l'IEF, c'est particulier parce que comme tu le dis, on le vit replié en cocon familial avec besoin parfois d'air. Mais ce qui est pas évident en plus, c'est comme tu parles d'une vie sur un bateau, votre espace vital était quand même limité. Votre espace, bon, tu pouvais faire peut-être un ou deux plongeons quand il y avait un besoin de prendre l'air, mais ça joue l'image qu'on a en tout cas dans la représentation, c'est qu'on a le sentiment que ça peut être aussi peut-être compliqué. Je parle pour l'année où vous êtes parti sur le bateau. Mais finalement, tout le monde a Ouais. trouvé ses espaces, son temps. Hmm. Ben en fait, c'est plus facile à terre parce que forcément on a plus d'espace. Il se trouve que moi j'ai commencé de travailler à doTERRA au moment où on est parti et ça a été crescendo, surtout à partir du mois. On est parti en mai et à partir du mois de janvier, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je mette les bouchées doubles. Il y avait une opportunité et que c'était le moment de mettre les bouchées doubles. Donc, du coup, c'était difficile parce qu'on avait pris un bateau qui n'était pas prévu à cet effet, en fait. On avait pris un bateau qui était pour une famille qui n'allait pas travailler pendant 3 4 ans. Enfin, les enfants, oui, mais pas les parents. Et donc, on s'est retrouvé dans cet espace, comme tu dis, un peu restreint. En fait, c'est un peu comme un loft, le bateau qu'on a choisi. Donc, c'est génial pour une famille avec des petits parce que tu peux voir tout le monde. C'était vraiment ça qui était chouette. Mais par contre, plus difficulté de se mettre au calme. Donc, vraiment tous au même endroit. Donc, moi, j'ai travaillé de ma cabine pendant 2 ans, donc de mon lit. Et mes filles ont travaillé donc dans le carré, ce qu'on appelle la pièce de vie. Mes enfants travaillaient de la pièce de vie avec un petit qui ne travaillait pas, parce que lui, il était trop petit, il avait moins de 5 ans, tu vois, 3 4 ans. Donc, il mettait le bazar, en fait, à côté. Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des casques avec de la musique. Donc ça, on l'avait déjà mis en place même à terre l'année d'avant. On s'est vraiment rendu compte que la musique, les enfants, ça les aidait vraiment à se concentrer, à se mettre dans leur bulle et à rester focus. Alors au début, on se disait, ben non, c'est pas bien, on va pas bien les habituer, il faut, tu sais, un peu Oui, des toutes les injonctions qu'on entend, voilà. Et puis en fait, après, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi c'est pareil, hein. Moi quand j'ai la musique, je peux travailler très très efficacement, donc pourquoi pas eux, quoi, tu vois? Et donc, on a lâché prise. On a lâché prise et on a mis la musique. Et avec ça, ça a coulé tranquille pour les deux grandes. La troisième, c'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Super. Ben, vraiment, c'est intéressant parce que dans ton témoignage, il y a plusieurs, on a l'impression qu'il y a plusieurs vies dans cette vie riche. Et je suis sûre que les personnes qui t'écoutent vont prendre ce qu'ils auront à prendre du côté, comment dire, s'investir dans une entreprise sac à dos, pas prendre de risques tout en étant hyper investi parce que travailler dans une cabine en ayant le calme autour, en essayant voilà, de mener un projet professionnel à distance, c'est quand même très ambitieux. Et en même temps, si tu prouves que c'est faisable à partir du moment où on l'a décidé, on trouve les solutions pour s'organiser. Ton parcours est vraiment très chouette pour tout ce que tu nous dis en fait. Et je pense que euh, forcément, comme tu dis, il y a eu des zones d'inconfort, il y a eu des moments des peurs, des choses qu'il fallait gérer pour pouvoir avancer. Mais quel bilan tu donnerais
tu ferais, toi, très sincèrement, sur les choix et ce que vous avez vécu jusque-là en famille? Elle est super ta question parce que le retour à terre me fait du coup vachement, enfin, c'est beaucoup plus facile de faire un bilan. Tu m'aurais parlé il y a 2 mois, ça aurait été peut-être plus difficile qu'aujourd'hui. En revenant à terre, on se rend compte de la différence dans notre état d'esprit, dans notre vie, entre le avant et le après, tu vois, parce qu'on est au même endroit finalement. Et du coup, moi, ce que je me rends compte, c'est que je me sens beaucoup plus sereine. Euh, le retour est pas simple, on a quelques galères, tu vois. Et en fait, je suis pas du tout stressée par ça, mais du tout. Et puis je sais qu'en fait, vraiment, en fait, j'ai l'impression que d'avoir traversé l'Atlantique, bah, c'était d'avoir une fois que tu as fait ça, tout peut t'arriver, tu vois, un petit peu. C'est un peu ça que j'ai l'impression d'avoir en fait élargi ma zone de confort. Et maintenant, des choses qui me paraissaient inconfortables il y a quelques mois, il y a quelques années, bah, je suis complètement à l'aise dedans. Et c'est super chouette parce que du coup, j'ai amélioré, j'ai vraiment la sensation d'avoir, par cette expérience, d'avoir amélioré ma vie et mon bien-être Ouais. et ma confiance. Ouais. En fait, ce qui est intéressant dans les voyages, c'est pas tant la destination, on dit, mais le chemin qu'on prend et toute l'évolution personnelle, puisqu'on passe par, comme tu dis, des émotions, on doit travailler sur soi. C'est vraiment Mm. une exploration de soi autant qu'une exploration et une rencontre d'autres peuples, etc., etc. D'où Ouais. l'idée que si on part avec des problèmes, on revient avec, mais on peut avoir eu un autre regard, ou en tout cas une façon de Mm. travailler et d'être apaisé, ou en tout cas d'avancer, comme tu dis, on se sent riche. C'est vraiment... merci en tout cas pour ton témoignage. Je parlais de moi, j'ai parlé de moi, mais je pense que je peux parler pour la famille en entier. Je pense que c'est même mes enfants, tout ça, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, tu vois, même dans l'instruction en famille. Une fois que tu as fait l'instruction en famille sur un bateau qui bouge et qui tangue, tu reviens à terre, c'est tellement plus facile, tu vois. C'est Par contre, ce qu'on remarque, ce qu'on est sûr aujourd'hui aussi, c'est qu'on a besoin d'un environnement stimulant. Je te parlais de l'environnement stimulant qu'on avait à Barcelone, je te parle de l'environnement stimulant qu'on a eu pendant le voyage. Et ça, c'est quelque chose maintenant où on est devenu, je pense, un peu addict. Et on oui, va pas pouvoir rester longtemps là où on est. c'est ma dernière question. Je pressens, j'entends que tu as forcément envie d'un autre défi ou une autre mise en mouvement parce que voilà, vous avez tellement créé le mouvement depuis déjà ton démarrage pour l'Allemagne qu'après, on peut comprendre que tu as envie de ça. Surtout avec des enfants qui ont soif aussi d'apprendre, de découvrir. Ils vont peut-être aussi témoigner de lassitude ou un petit peu de manque de mouvement. Alors, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a des idées sans tout dévoiler, mais est-ce que vous avez des pistes? Aucune. D'accord. Non, oui, on a deux, trois pistes. En fait, là, on est dans une phase, je pense que tu dois connaître, qui est que ben, on a activé un petit peu tous les leviers qu'on a autour de nous. Et puis, on va voir celui qui répond la première opportunité, on la saisira un petit peu. Voilà. Mais il y en aura, ce qui est sûr, c'est que voilà, on ne va pas rester là. On aimerait continuer à voyager, donc soit en camping-car, soit en bateau, soit s'installer dans un autre pays. Voilà, c'est un peu les différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait vivre en France de manière permanente. Tu Oui. vois, voilà. C'est trop facile. Bah, écoute, merci beaucoup Audrey. C'est vraiment un plaisir de t'écouter, d'entendre toute cette riche vie que tu as déjà menée. Et on va bien sûr continuer à te suivre sur ton compte Instagram. Donc c'est Audrey Doula et sur Facebook Audrey Doula 64. On n'oublie pas un département riche. Et, euh, et puis bah, on va te souhaiter le meilleur bah, évidemment de continuer l'instruction en famille pour continuer à comment dire de combler votre soif de voyage. Et puis bien sûr, une excellente santé à vous tous, ça reste l'essentiel au-delà de toutes les richesses. À bientôt, Audrey. Merci beaucoup pour ton invitation, Karine. Merci.